Et en même temps, il anime et il organise plusieurs manifestations, forums et événements. À ce niveau-là, je cite la rencontre d'affaires annuelle qu'il organise, Industry Meeting Day Morocco, une plateforme Global Industry for Conference orientée vers l'industrie africaine et des matinées bimensuelles portant sur les thématiques multisectorielles. Alors, Sidris, apparemment, il a une contrainte de temps. Marhaba bik. Donc, on commence par vous et on vous pose deux petites questions. Quels sont les effets du coronavirus sur nos citoyens et sur notre économie? Et surtout, quelles perspectives pour la reprise et la relance socio-économique au sein de notre pays? Avant de vous donner la parole, je voudrais rappeler quelques règles de jeu. C'est que ce débat, il va durer à peu près jusqu'à 16h30, 1h30 de durée. Les interventions doivent durer entre 15 et 20 minutes maximum. Et il doit y avoir une deuxième phase. On vous donnera la parole, la deuxième phase, pour répondre aux questions et probablement compléter au cas où vous jugez qu'il y a quelque chose d'intéressant à rajouter. Donc, je donne la parole tout de suite à notre cher professeur Sidris. Tfadala Sidris. Il y a un problème de son? Oui, non, non, non. Vous m'entendez? Voilà. C'est bon? C'est bon. C'est bon? Salam alaikum. Salam rahmatullah. Donc, je vous remercie pour cette invitation, pour l'organisation de cette rencontre en ce moment particulier que traverse le Maroc et le monde. Un moment marqué par une crise vraiment très particulière à laquelle nous sommes tous invités à réfléchir comment y sortir avec le moins de dégâts, parce que c'est ça l'équation aujourd'hui, c'est comment minimiser les impacts sur les économies du monde et particulièrement notre économie, et qui est très spécifique. Donc, concernant la crise et sa particularité, donc cette crise économique à laquelle nous allons faire face, c'est une crise au fait qui est le résultat d'une décision de l'État. C'est l'État qui a décidé d'arrêter les activités économiques partiellement. Et par conséquent, nous avons eu cette situation-là, donc suite à l'arrêt, suite à la fermeture des frontières avec les autres pays. Donc, on a eu cette crise. Donc, c'est une crise au fait volontariste pour faire face à une épidémie l'épidémie de Covid-19. Très bien. Voilà donc la particularité. Donc, il est différent des autres crises qu'on a vécues avant. La crise de 2007-2008, ce n'est pas la crise d'aujourd'hui, parce que cette crise, c'était l'effondrement des marchés, le marché de l'immobilier qui a donné par la suite une crise financière et s'est propagée à l'économie réelle. Maintenant, c'est une crise qui part de l'économie réelle. Hein, et il n'y a pas d'effondrement des marchés, il y a tout simplement un arrêt des activités, un arrêt partiel des activités. Il y a la fermeture aussi des frontières qui ont donné lieu à cette situation-là, vraiment très particulière. Donc, jamais dans la théorie économique, on a étudié cette situation d'arrêt d'activité, parce que toute l'économie elle est basée sur l'activité permanente. Donc, la situation d'arrêt, on ne l'a jamais étudiée vraiment comme j'ai dit, dans la théorie économique. Donc, maintenant, quels sont tout d'abord les effets? Donc, on a attendu un peu pour avoir les chiffres, parce que les chiffres qui ont été diffusés jusqu'à aujourd'hui à travers la presse, à travers donc un certain nombre d'organismes, étaient basés sur seulement des estimations. Aujourd'hui, donc après la diffusion d'un certain nombre de statistiques concernant l'économie, nous pouvons avoir une idée sur combien notre économie va perdre globalement, ou combien il a perdu aujourd'hui. Donc, problème.
Allô? Oui, Allô? oui, oui, Kelsma. Allô? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, comme j'ai dit, le Maroc perd 3 milliards chaque jour suite à ce confinement. Donc, au total, nous avons estimé aujourd'hui la perte pour le Maroc à 220 milliards. Oh là là. Il y a un problème là. Oui, un problème de réseau. Sidris, est-ce que c'est un problème de réseau, un problème de connexion? En fait, je crois que Cédric il est toujours connecté, mais peut-être la connexion elle est instable, c'est Daoud. Donc je ne sais pas, le temps qu'il se reconnecte, éventuellement, on peut. Je vais passer la parole à Sejam. Éventuellement. Hein? Oui, éventuellement. Ben, il faut qu'on l'avertisse. Vous Allô? pouvez le. Oui, C'est bon? oui, c'est bon, mais c'est très aléatoire. Très aléatoire. Je ne sais pas pourquoi j'ai ma connexion, elle est bonne dans tous les cas. Allez-y, Donc, on vous entend maintenant. Mais à partir d'une perte de 3 milliards, je suppose des milliards de oui, dirhams par jour. Parce qu'après, on n'a oui. pas Donc, entendu. la perte, on l'a estimée à 3 milliards de dirhams du chiffre d'affaires par jour. C'est l'équivalent de 1 milliard de dirhams de valeur ajoutée qu'on perd chaque jour, euh, jusqu'à, comme j'ai dit, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, concernant les impacts sur les grands agrégats macroéconomiques, d'après les derniers toujours chiffres, les exportations, ils ont connu une baisse de 47% le mois d'avril. Je pense que le mois de mai va avoir presque la même chute. Nos importations ont baissé aussi de 33% le mois d'avril. Le même chiffre, on va l'avoir le mois de mai. Le grand secteur de BTP, il a perdu 56% de son volume d'activité le mois d'avril. Et je pense qu'on va avoir la même chose le mois de mai. C'est l'équivalent de 22 milliards de dirhams d'investissement qu'on a perdu dans ce secteur-là. Oh là là. Donc, pour les autres secteurs, je vais seulement cibler un certain nombre de chiffres importants. Les recettes des Marocains à l'étranger, parce que ça représente une ressource importante en devises. Et là aussi, un impact sur les ménages concernés en termes de solidarité familiale. Tout à Donc, fait. ces recettes, elles ont baissé de 25% le mois d'avril et on risque d'avoir la même baisse le mois de mai. Pour les investissements directs étrangers aussi, qui représentent une manne d'argent important donc aussi un vecteur de développement pour le Maroc, une source aussi de devises, la baisse a été de 25%. Concernant maintenant les recettes voyage, donc parce que nous savons que le secteur de tourisme, il a subi aussi donc une baisse importante de ses activités. Donc, la baisse en termes de recettes de voyage n'a été que de 50%. On a cru que ça va aller jusqu'à 80%, mais malheureusement, heureusement, la baisse n'a été que de 51%. Voilà, grosso modo, les grands agrégats que j'ai essayé de choisir pour vous. On peut discuter les autres par la suite. Le secteur de phosphate, heureusement, il a gagné en termes de, même donc, au cours de cette crise-là, son chiffre d'affaires ou la demande internationale a augmenté pour lui de 14%. Donc, il n'a Ah, pas eu de excellent. perte. Heureusement, c'est l'inverse. La même chose pour le secteur de communication. Il a réalisé une petite augmentation en termes de chiffre d'affaires. Donc, si en prenant la structure de notre économie, en tenant compte de comment il est structuré, qui sont les grands secteurs qui impactent notre valeur ajoutée de chaque année. Donc, c'est l'industrie, c'est l'agriculture,
c'est les services, c'est le commerce. Si nous prenons l'ensemble des secteurs, le poids de l'ensemble des secteurs et les impacts qu'on a mesurés pour chaque secteur, je pense que la baisse d'ici la fin de l'année, va être de l'ordre de 10%. Nous allons avoir une baisse globale de 10%. Donc, c'est-à-dire dans les 110, les 10%, ça nous donne les 110 milliards. Donc, vous allez me dire, on a perdu ici maintenant de 120, comment on va récupérer? Ça, on va la discuter par la suite. Donc, parce qu'à partir à partir de la date de déconfinement, il est demandé à ce qu'il y ait récupéré. Oh là là. Messieurs les informaticiens, il y a un... Cédric, vous êtes avec nous? Il y a un problème de... Allô? Oui. Oui. Toujours en termes d'impact, il y a un autre indicateur important, c'est celui du chômage. Je pense, aujourd'hui, il n'y a pas eu de chiffres, mais nos estimations tablent sur un taux de chômage entre 25 à 30%. Il y a un problème. C'est Mohsin, qu'est-ce qu'on doit faire? Allô? Oui. Allô? J'ai la connexion. Oui, Il y a un Cédric, problème. oui, on vous écoute. On vous écoute. Allô? Je continue. Donc, comme j'ai dit, donc pour le chômage, le taux il est estimé entre 25 et 30%. C'est-à-dire que nous sommes devant un niveau alarmant de taux de chômage. Concernant les finances publiques, Idriss, oui, est-ce que vous pouvez juste oui. inverser la caméra pour les gens Allô? qui sont sur le live YouTube, Facebook? Je fais comme ça? Okay, Très bien, vous êtes bien. C'est bien. Excellent. Merci beaucoup. C'est mieux? C'est mieux. Très bien. OK. C'est bon? C'est bon. Maintenant, il faut stabiliser le... Hein? Pardon. Donc, je dois stabiliser. Ah, c'est bon. On vous voit bien, c'est bon, c'est bon. Donc, concernant les finances publiques, les chiffres montrent que les recettes fiscales, ils ont diminué de près de 27%. Donc, la baisse va, je pense... 500 millions par jour. Oh là là. Est-ce que c'est un problème de connexion? C'est quoi ça? C'est un problème de connexion, je crois, un de Cédric. Et donc, Cédric, à son niveau. oui, parce que normalement, tout le monde est connecté sans aucun problème. Donc, je crois que le problème est à son niveau. En tout cas, moi, je propose éventuellement en attendant qu'on essaie de stabiliser. Alors, Chauffe, est-ce que vous pouvez le contacter pour l'informer et on bascule sur Hicham? Très bien. Essayez de le contacter en attendant de résoudre ce problème. Pour ne pas perdre de temps, on bascule sur Hicham en attendant le... Ah voilà, il revient. Allô? Oui, Cédric, il y a un problème quelque part. Allô? Allô? Oui, oui. Quel سمعكم Cédric? Oui, oui. On vous écoute. Donc, je poursuis la présentation des principes. Ah oui? Donc, je poursuis la présentation des principaux indicateurs qui mesurent l'impact sur notre économie. Comme j'ai dit, pour les finances publiques, on a constaté une baisse globale de la recette fiscale de 27%. En contrepartie, l'État il a continué son effort, il a poursuivi son effort en termes d'investissement. Les investissements ils ont augmenté considérablement, près de 120%.
Concernant la réserve en devise, c'est un indicateur en ce moment à garder ce contrôle. Donc, ce que nous avons constaté, c'est que la réserve en devise, il a augmenté considérablement au cours de cette période, simplement parce que l'État, il s'est endetté, il a eu de crédits importants, ce qui a augmenté considérablement la réserve en devise. Maintenant, ce que reste, c'est il faut surveiller cette réserve. Notre monnaie, elle est restée stable par rapport aux autres monnaies, surtout le dollar et l'euro. Donc, Tout à le fait. dirham, maintenant, même, il a gagné un peu en termes de sa valeur par rapport au dollar et au dirham. Donc, toujours, je reviens à des indicateurs qui sont vraiment très parlants. Donc, je reviens au secteur de l'immobilier parce que c'est Oh là là. Sidris, Sidris, il y a un problème de connexion. Allô? Je crois que c'est Mehdi, on bascule. Allô? Donc, vous Oui. m'entendez certainement. Sidris, si vous permettez, il y a un problème de connexion. Je ne sais pas si les informaticiens ou braves ingénieurs peuvent vous aider à trouver une solution. Est-ce que vous permettez, pour pouvoir gagner du temps, surtout pour vous, parce qu'apparemment vous avez une contrainte de temps, de basculer sur Hicham en attendant de stabiliser un peu la connexion avec vous? C'est Sans bon? problème, parce que Très bien. aussi, moi, je suis. Très bien, Sidris. Alors, si vous permettez, on donne la parole tout de suite à Hicham. Alors, Hicham, il va développer la thématique de zoomer essentiellement sur la thématique industrielle. Quelles sont les perspectives prévues pour pouvoir relancer l'industrie au Maroc? تفضل سي هشام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. Avant tout, je tiens à vous remercier le syndicat national des ingénieurs marocains de cette invitation. Et pour revenir sur cette pandémie et sur son impact sur l'économie marocaine. Qui aurait cru qu'un corps aussi microscopique qu'un virus qui s'appelle le Covid-19 allait être à l'origine d'une crise sanitaire et d'une pandémie mondiale aussi inédite. Je rappelle juste une évidence ou une certitude, c'est qu'il y a aujourd'hui un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que la seule certitude qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de certitude. La seule certitude, il n'y a pas de certitude. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'il y avoir une deuxième vague de la pandémie, on ne sait pas s'il y a un véritable remède au traitement du virus, et on ne connaît pas l'évolution de la pandémie. Le Maroc, bien évidemment, a réagi avec détermination, avec diligence, sous l'impulsion de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, en créant un fonds de gestion pour la pandémie. On a récolté, dans un premier temps, à l'ensemble des contribuants, 23 milliards de dirhams. Puis, l'État a contribué de 10 milliards de dirhams pour constituer, en fin de compte, un fonds de 33 milliards de dirhams. Les mesures engagées par les États à travers le monde ont engendré une crise économique et sociale planétaire sans précédent. Il ne faut pas le nier. Je vais vous donner juste quelques chiffres rapides. Ce sont des chiffres internationaux. On est à moins de 8% de croissance en 2020 pour l'Union européenne. C'est une première. 33 millions de chômeurs aux États-Unis d'Amérique au bout de 2 mois. En France, on a une baisse des ventes de voitures, puisqu'on parle de l'industrie automobile, à 72%. En Chine, par exemple, on a une baisse de 13,5% de la production industrielle. Au Japon, par exemple, on a une baisse de 14% des importations. Et en Arabie Saoudite, par exemple, on a une baisse de prix de pétrole au plus bas depuis plus de 17 ans à $22 le baril. En ce qui concerne les chiffres
relatives à la pandémie, il y a une partie qui a été déterminée par Cédric. Je reviens rapidement parce que Cédric est amplement focalisé sur ces chiffres. La balance de paiement aujourd'hui au Maroc connaît une très très lourde pression sur le stock de devises. Le Maroc a pu débloquer 4 milliards de dollars pour faire face à la pression en termes de stock de devises. Sur le plan macroéconomique, Cédric a cité tout à l'heure que la perte est de 1 milliard de dirhams au niveau de la création de la valeur ajoutée chaque jour. Chaque jour, le Maroc perd 1 milliard de dirhams en termes de valeur ajoutée suite à la suspension en partie de l'activité économique. Il y a un manque à gagner de 500 millions de dirhams par jour. Tenez bien, 500 millions de dirhams de manque à gagner pour les recettes et pour le trésor de l'État, ce qui est énorme. Bien évidemment, ça va impacter la diminution des ressources de l'État. Aussi, il y a une baisse sur l'impôt des sociétés, puisque la dégradation de la santé des entreprises, ce qui a impacté l'arrêt en activité temporaire de plus de 134 000 entreprises en arrêt d'activité, ce qui fait le 1/3 des entreprises marocaines, ce qui a impacté automatiquement par effet de boule de neige plus de 1 million de salariés qui ont été déclarés en arrêt d'activité temporaire, ce qui fait le 1/3 des salariés dans tout le royaume. Il faut revenir aujourd'hui qu'il y a une partie aussi qui est le secteur informel qui pèse lourd dans l'économie marocaine et qui aujourd'hui l'État il a pris une certaine mesure. Parmi les mesures qu'il a prises, il a subventionné, il a aidé plus de 5 millions de ménages dans le domaine informel. Alors, ça c'est juste pour vous dresser un peu planter le décor au niveau international et au niveau local. Maintenant, je vais revenir sur ce qui devrait se faire, ce qui a été fait normalement par l'État, qui est joué quand même un rôle. Il faut le dire, il faut le mentionner, que l'État a joué un rôle important pour atténuer la pression, pour atténuer la problématique de cette pandémie. Alors, je les résume comme l'a résumé c'est Ben Chaboun, le ministre de l'économie, il y a quelques jours dans une conférence à la CGM, il les a résumés en 3 R. Résister, redémarrer et relancer. Donc, ce sont les 3 R sur lesquels aujourd'hui l'État marocain travaille. Je vais aller point par point rapidement pour ne pas s'étaler dans le temps. Alors, la première phase qui a été de résister à la pandémie, l'État marocain il a pris plusieurs mesures d'allègement de charges des entreprises, à travers la suspension des charges sociales, à travers le report des échéances de crédit. Selon Sibn Chaboun, le ministre de l'économie, il y a plus de 420 000 dossiers traités par le système bancaire. Troisième point, le report des déclarations fiscales jusqu'à fin juin. Quatrième point, exonération de l'impôt sur le revenu pour l'indemnité versée aux salariés à la hauteur de 50% des salaires. Et un mécanisme qui a été mis récemment, qui est Aman Oxygène, mis à travers l'outil de l'État qui est la CCG, la Caisse de garantie et de gestion, et qui essaye de garantir les crédits pour les entreprises à la hauteur de 75% pour les entreprises avec le chiffre d'affaires moins de 500 millions de dirhams. Alors, ce qui est important à mentionner, c'est que l'ensemble de ces mesures entreprises par l'État ont permis quand même d'atténuer l'impact des mesures de confinement sur les entreprises et la classe sociale. Deuxième phase. Alors, la deuxième phase, c'est la phase que nous vivons aujourd'hui. Nous savons très bien que l'État il a laissé passer la circulation entre les villes pour les gens et les personnes qui travaillent. Et ça commence petit à petit l'économie commence à bouger petit à petit dans ce sens. La phase de redémarrage, celle que nous vivons aujourd'hui, c'est un retour, comme j'ai dit, de progressif au travail dans le respect total des gestes de barrières et des protocoles sanitaires. La troisième phase, qui est la phase la plus importante, c'est la phase et pour répondre à la thématique principale, qui est le plan de relance économique et quel impact sur l'économie marocaine. Alors,
Avant de démarrer, je tiens à rappeler 3 points essentiels, une synthèse qu'on peut tirer quand même de cette pandémie de la COVID-19 sur l'économie et sur le social du royaume. On a bien constaté qu'il y a un vrai rôle de l'État central. L'État a joué tout son rôle. Et on a lu dans pas mal d'articles internationaux que le Maroc il avait un comportement quand même exemplaire à la gestion de la pandémie. Premier point. Deuxième point, le poids important de l'informel dans notre économie. La fragilité structurelle de larges couches sociales de notre société qui travaille en absence de filets sociaux. Troisième point, troisième constat, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc, quand même, dans le cadre de cette pandémie, a connu une rapidité sans exception au déploiement des plateformes digitales. La rapidité de la grande partie des Marocains qui ont adopté avec aisance ces outils digitaux, auxquels, quelle que soit la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent, ils l'ont adopté facilement et rapidement, et ça a permis une communication assez rapide. Alors, concrètement, quelles sont les actions urgence de relance? À en croire le ministre de l'économie, les actions urgentes de relance sont de deux types. Des actions qui vont permettre à l'économie d'avoir une relance rapide, immédiate, et des actions qui vont avoir un impact sur le moyen terme et sur le long terme. La plupart de ces actions vont être canalisées dans le projet de loi de finances récapitulatif, plutôt rectificatif, le projet de loi de finances rectificatif qui est en cours maintenant d'élaboration avec l'ensemble d'interventions des acteurs économiques et sociaux. Pour rappel, le plan de relance a été proposé par la CGM dans le dernier comité de veille économique, à l'avantage d'une approche bottom-up qui est partie voir toutes les associations professionnelles, toutes les associations sectorielles qui ont récolté l'ensemble d'informations et de recommandations pour puisse par la suite proposer au comité de veille économique, qui essaie d'être le plus horizontal possible. Alors, pour les actions à court terme qui ont été initiées par l'État, c'est juste pour rappel la mise en place d'un crédit additionnel pour la relance économique et qui couvre les besoins du fonds en roulement. Les besoins de fonds de roulement des entreprises qui ont un besoin de redémarrer, qui ont besoin de garantir la continuité de leur travail, avec la garantie de l'État qui a utilisé encore une fois son outil de la CCG pour garantir de 80 à 90% des produits, plutôt des crédits qui vont être octroyés pour les entreprises. La particularité de cette mesure, c'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, toutes tailles confondues, la petite et moyenne entreprise, la TPE et même la grande entreprise bénéficiera de cette démarche à travers l'outil de la CCG. Et je rappelle un taux d'intérêt assez exceptionnel de 4% qui rassemble à celui de Intalaqa et qui s'étale sur 7 ans avec 2 ans de délai de grâce pour le remboursement. Deuxième mesure, l'État a conçu aussi l'outil de financement pour les établissements publics. Ça, on n'a pas trop communiqué là-dessus, même aussi les institutions publiques qui ont été touchées par la pandémie vont faire bénéficier aussi des mesures d'octroi de crédit aux mêmes conditions du secteur privé. Troisième point, c'est les investissements. Tout à l'heure, Cédric, il a cité que les investissements ont augmenté malgré la pandémie de 120%, mais aujourd'hui, l'investissement public sera renforcé et sera appuyé par des mécanismes innovants à travers le partenariat public-privé. Et le choix de l'investissement sera basé sur l'impact de l'emploi, ça veut dire combien l'investissement qu'on va investir, il va créer combien d'emplois, et sera aussi basé sur le choix de la préférence nationale. Tout à l'heure, Sid Daoudi, il a parlé des choses positives. Ça, c'est parmi les choses positives, c'est qu'aujourd'hui, les investissements
et l'appui d'aide aux investissements qui vont être donnés aux entreprises vont être donnés en priorité à des entreprises marocaines. Quatrième point qu'il ne faut pas oublier, qu'il y a aujourd'hui, avant la pandémie, il y avait le plan Intelaka qui a été initié par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, pour encourager l'entrepreneuriat et pour encourager l'entreprise qui mérite aussi d'avoir quand même la continuité et de son impact sur l'économie. Alors, pour conclure, puisque je devrais normalement quitter vers 16 heures, pour conclure et pour revenir sur un ensemble d'aspects positifs de cette pandémie, j'ai quelques messages. Des messages que j'ai récoltés suite à l'ensemble des articles qu'on a publiés, à l'ensemble des briefings qu'on a eus avec des associations professionnelles, et c'est un concentré de ce qui se passe sur le terrain. Alors, la première résilience, c'est qu'aujourd'hui, on doit tous rester mobilisés face à cette pandémie. L'esprit solidaire, les Marocains, tous azimuts, pendant toute l'histoire, ils ont été reconnus comme un peuple solidaire. Toutes les couches sociales sont solidaires. Et je pense qu'aujourd'hui, cet aspect de solidarité doit être maintenu dans le temps. Deuxième point, il doit y avoir des ruptures positives et fortes. Donc, il faut aujourd'hui que les associations professionnelles, les associations sectorielles poussent vers cette rupture pour qu'on puisse proposer le nouveau modèle de développement économique que Sa Majesté dans lequel nous a orienté de faire une proposition. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez cité, c'est Daoudi, le Conseil il a été contraint de revoir sa copie pour faire une autre proposition qui prenne en considération l'ensemble de la situation. Donc du coup, il faut marquer une rupture positive et réelle dans ce sens. Alors, il faut s'attaquer aussi à l'informel. Moi, je pense que l'informel, c'est parmi aussi les quelques soucis qu'on devrait normalement intégrer d'une manière très significative à notre économie. Deux personnes sur trois, c'est juste un chiffre, 2 personnes sur 3 travaillent dans le secteur de l'informel. Cinquième point, la simplification des procédures administratives et la transparence à travers la digitalisation. Ça, c'est un point important. Ça va nous permettre de fluidifier nos process, d'aller à l'essentiel sans pour autant être noyé dans la bureaucratie, dans les problématiques de l'administration. Un autre souci qui est la sous-capitalisation des entreprises marocaines. Aujourd'hui, les problèmes de la trésorerie, les problèmes de le fonds de roulement, les problèmes liés à la compétitivité. Aujourd'hui, on doit renforcer plus qu'à jamais notre entreprise, quelle que soit la petite ou la moyenne ou la grande entreprise. Il faut aussi avoir un pacte de croissance de l'emploi. On parle de, Cédric tout à l'heure, il a parlé de 25 à 30% de taux de chômage au niveau du Maroc, ce qui est énorme. Si aujourd'hui, s'il n'y a pas une solidarité de l'État, du secteur privé, du secteur public à la création, il faut qu'on soit créatif, il faut qu'on soit innovant dans la création de postes d'emploi et de créer de l'emploi pour nos jeunes. Un autre point qui est la nécessité de l'adaptation de notre économie. Ça, c'est un point important. L'adaptation de notre industrie. Il faut se remettre en cause. Aujourd'hui, il faut investir dans l'homme, il faut investir dans l'économie de l'homme, il faut investir dans la santé, il faut investir dans l'éducation, il faut encourager nos laboratoires pharmaceutiques, il faut encourager nos chercheurs scientifiques, il faut produire nos vaccins, il faut produire nos médicaments. Ça devient plus qu'à jamais un souci important pour notre économie. Pour rester positif, il y a pas mal d'opportunités sur lesquelles j'aimerais revenir et conclure. Il y a aujourd'hui des opportunités de l'économie circulaire, par exemple, ou de l'économie verte. Dernièrement, lors d'un événement qui a été lancé par Industrie du Maroc Magazine dans le cadre des matinées de l'industrie sur les énergies renouvelables, Moulay Hafid Alami a soulevé un point important en termes d'investissement, qui est les investissements orientés vers les énergies vertes et la production
décarbonés ou décarbonisés. Aujourd'hui, il y a des barrières à l'entrée au niveau de l'Europe. Il y aura des taxes du carbone. Aujourd'hui, c'est l'industrie, c'est le produit que nous produisons n'est pas décarbonisé, il ne va pas y avoir accès à l'Europe et les autres continents vont suivre par la suite. Donc, il y a un vrai gisement, il y a une vraie opportunité en ce qui concerne les investissements dans le domaine de l'économie circulaire et de l'énergie verte. Oui, c'est Hicham. Dans tous les cas, la décarbonisation de l'industrie sera de plus en plus un élément déterminant pour notre industrie et pour notre compétitivité. Deuxième point, l'économie numérique. Je reviens. Donc, l'économie numérique qui est déjà se porte très très bien et qu'on continuera à créer des opportunités pour l'économie et surtout pour nos jeunes. Une opportunité importante à ne pas négliger, à renforcer. Si Hicham, si vous pouvez conclure, si c'est possible. Alors, ça serait le dernier point, ça tombe pile. Une nouvelle opportunité sera créée suite au changement du paradigme chez nos partenaires européens surtout, nos partenaires internationaux, pour se positionner dans la nouvelle répartition des chaînes des valeurs. Aujourd'hui, c'est un changement de paradigme. Le changement de paradigme chez nos partenaires européens, en tant qu'entreprise locale ou entreprise industrielle, ou entreprise qui a des relations avec nos partenaires, on doit saisir ces opportunités. Ce sont des vraies opportunités, puisque aujourd'hui, l'Europe, par exemple, suite à la pandémie, il va délocaliser sa production de la Chine pour avoir de la sous-traitance de proximité. Ce sont des vraies opportunités pour notre industrie marocaine. Et je vous remercie, le SNIM, de m'avoir donné. Merci, Hicham. Alors, rapidement, je vais donner tout de suite la parole à Idriss. Mais ce que je retiens, Tabarakallah, Alexis Hicham, il y a des choses qui sont très intéressantes. Je ne vais pas faire un résumé. Mais ce qui est important, c'est surtout les messages et les recommandations que vous avez prévues. Effectivement, il y a des points qui sont très importants. Mobilisation et solidarité face à cette pandémie. Rupture positive et forte, en tenant compte justement de ce qu'on vient de vivre. Lutter contre l'informel, c'est une lutte depuis longtemps, mais je crois maintenant il faut essayer de consolider, et surtout lorsque vous dites que 2/3 des travailleurs sont dans l'informel. Digitalisation des procédures, effectivement c'est un point très important parce que ça va alléger les procédures, ça va aller vers la transparence et minimiser des trucs d'influence. Création de l'emploi, effectivement, il y a plusieurs opportunités. Il y a l'économie circulaire, il y a l'économie verte, et de se positionner sur les chaînes de valeur au niveau européen pour pouvoir se positionner et capter tout ce qu'on peut capter au niveau de la délocalisation et l'adaptation de notre industrie, effectivement, en fonction des besoins de notre pays. Alors, je voudrais, est-ce que Idriss, il est avec nous parce qu'il est presque 16 heures. Ah oui, je suis... Désolé, Idriss, smahna, si vous pouvez continuer sur votre intervention parce qu'on doit vous libérer. Alors, on était, si je me rappelle bien, sur les investissements, sur tout ce qui est effet négatif de la pandémie, sur les investissements, les recettes fiscales, les investissements étrangers, etc. Donc, comme donc je l'ai dit avant, donc cette pandémie, il a touché l'effet de la pandémie, il a touché aujourd'hui l'ensemble de l'activité économique. On a vu à travers un certain nombre de chiffres que tous les secteurs ont été touchés à des pourcentages évidemment différenciés. Il y a des secteurs qui ont relativement échappé. Comme j'ai dit, la nature de l'économie marocaine va faire que l'effet à la fin de l'année peut être moins de 10%. Ça dépend de la stratégie qui va être adoptée par le gouvernement. On écoute dernièrement un certain nombre de propos qui viennent ou de projets d'idées qui viennent
de différentes sources, le chef de gouvernement, le ministre des Finances. Maintenant, que choisir parmi l'ensemble de ces pistes, de ces réflexions. La CGM aussi, il a fait aussi un document qui présente sa vision de relance des choses. Donc, il y a ici, donc, on n'a pas beaucoup de marge, il faut le savoir. Il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de marge vis-à-vis des effets de cette crise. Ce qui est perdu maintenant, il est perdu. Et chacun doit donc assumer les manques à gagner, comme j'ai dit, en termes de chiffre d'affaires, que j'ai estimé à 220 milliards de dirhams. Donc 220 milliards, c'est tout secteur confondu et l'ensemble des agents économiques, entreprises, États et ménages qui ont tous perdu donc ce volume d'activité. Donc ici, il y a un débat à faire. Il y a un débat à faire interne au Maroc parce que ce que nous pouvons adopter chez nous peut être différent de ce que la France a adopté ou l'Allemagne. Donc, le Maroc doit, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, en mettant en place un fonds spécial contre le Covid et qui a été en grande partie alimenté par des donations, ce qui est différent des modèles étrangers. Les autres pays, ils ont creusé leur déficit budgétaire pour alimenter ces fonds. Le Maroc n'a pas fait ça, donc il a pris un peu de budget général d'État, donc un peu de budget des établissements publics et le reste, c'est des donations des entreprises et aussi des salariés et des particuliers. L'ensemble, il a aidé pour collecter ces 32 milliards de dirhams qu'on utilise aujourd'hui pour faire face à cette pandémie. C'est la même chose. Donc, le reste de process doit être mené de la même manière, c'est-à-dire par des arbitrages intelligents et par des solutions économiques, parce que à chaque fois, j'entends des choses qui sont relativement bizarres, c'est des propos des responsables qui n'ont aucun fondement économique. Donc, il faut justement faire associer les économistes pour trouver les solutions intelligentes qui donnent lieu à moins de dégâts, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est la stabilité sociale et politique. Évidemment, donc, la crise va s'amplifier dans les prochains jours. Nous sommes dans la première vague de la crise. Il va y avoir une deuxième et une troisième vague qui seront plus amplifiées et plus sévères. Et le Maroc doit se préparer à la deuxième et la troisième vague, comme je l'ai expliqué dans d'autres articles. Ce n'est pas la vague de virus, mais c'est la vague économique qui est dangereuse. Et il faut se préparer sérieusement par des grandes réflexions et pas de simples réflexions, par des grandes réflexions économiques pour trouver les solutions les plus intelligentes. Maintenant, on ne cherche plus la croissance économique. Il faut le savoir. Cette hypothèse, donc moi j'attends de voir le projet rectificatif de reste de la loi de finances. Je vais voir sur quelle hypothèse il va se baser pour que je puisse donner mon point de vue. Mais cette question de croissance, il n'est plus d'actualité parce que le Maroc, aujourd'hui, c'est comme si on est en guerre. Il faut chercher la stabilité sociale et politique. Ce qui est arrivé aux États-Unis peut arriver à tout le monde. Chaque pays peut avoir, il suffit un simple incident social pour qu'il s'amplifie parce que la tension sociale, il est à son haut niveau partout dans le monde. Et tout le monde attend un petit incident, un petit événement pour l'amplifier davantage, pour répondre, parce que, comme nous le savons aujourd'hui, qui a pris la décision de l'arrêt des activités? C'est l'État qui a pris la décision pour sauvegarder la santé des citoyens. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui croient que, il y a beaucoup de thèses à ce niveau-là qui se propagent à travers les réseaux sociaux. Donc, les gens n'ont pas très confiance. Ils ne sont pas très confiants à ces choses-là. Donc, il faut gérer la situation d'une manière très délicate. Et c'est pour cela que les réponses qui doivent être données dans les prochains jours doivent être des réponses intelligentes, qui ne cherchent pas non plus la croissance économique, mais qui cherchent la stabilité sociale et politique à travers tout le territoire national, parce que le Marocain se trouve dans l'ensemble des régions. Il faut que l'ensemble, les Marocains, là où ils se trouvent, aient des solutions pour qu'ils puissent sauvegarder
leur niveau de vie et leur pouvoir d'achat. Donc, on a vu hier comment le président américain il a signé un arrêté présidentiel dans lequel il sauvegarde le pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés américains. Et ça, c'est vraiment c'est colossal. Le budget va être colossal. Donc, cette solution portée par la première puissance économique, il sera de même partout dans le monde. Donc, les États vont être obligés d'intervenir pour stabiliser donc socialement les populations. Et c'est ça, pour moi, l'objectif essentiel sur lequel il faut travailler et l'objectif stratégique du projet de loi de finances. C'est vrai qu'il faut sauvegarder notre tissu entrepreneurial. Moi, j'ai toujours donc, plaidé pour que l'État intervienne pour sauver le tissu entrepreneurial, mais sur des bases objectives et réelles. Voilà ce qui est demandé. Parce que moi, j'ai lu le document de la CGM. Tout le monde veut en profiter de la situation. Mais c'est dangereux parce que l'État n'a pas les moyens pour qu'il donne à tout le monde. Donc, les solutions doivent tout d'abord être donc, des solutions qui partent des chiffres réels. Parce que ce qu'on a vu dans ce document-là, tout le monde dit qu'il a été totalement en ruine. Il y a beaucoup de secteurs qui disent alors que les chiffres qu'on a eu par la suite montrent que la situation elle est très différentielle d'un secteur à l'autre et il y a des secteurs qui ont gagné, d'autres qui ont perdu. Et dans tous les cas, ce qui est important dans cette affaire-là, c'est pas le manque à gagner en termes de chiffre d'affaires, mais il faut étudier, comme je dis toujours dans mes débats, les charges fixes des entreprises. C'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. L'État, il a déjà pris une partie à travers donc, tout ce qui a supporté dans le cadre de chômage. Au fait, ce n'est pas un chômage, c'est un arrêt forcé des salariés. L'État, il a pris en charge une bonne partie de la masse en donnant des indemnités aux salariés en arrêt. Donc, voilà une partie importante des charges fixes. Maintenant, la question de la reprise des entreprises. Et là, l'État, il a mis en place un outil qui est la garantie oxygène pour que les entreprises puissent avoir un financement de la trésorerie. Donc, pour vous dire, j'ai analysé un peu le dernier chiffre des crédits bancaires de mois d'avril. J'ai constaté que la situation aujourd'hui, elle est bonne. C'est-à-dire qu'il y a de la production de crédits. Les entreprises sont en train, ils ont pris beaucoup de crédits. Il y a beaucoup de production de crédits, soit d'investissement, soit de trésorerie. Et ça, c'est bien. Ça montre que à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de problèmes puisque la situation elle est ainsi. Une seconde pour faire passer un message. Je demande aux participants qui sont sur le Zoom de poser leurs questions par écrit. Voilà. Donc, à vous, Sidris. Oui. Donc, je vais aller à des choses essentielles pour les messages essentiels que je veux donc envoyer à travers cette rencontre. C'est tout d'abord l'économie va faire face à deux grands types d'effets. Il y a ce que j'ai appelé les effets internes, c'est-à-dire les effets qui vont venir de l'intérieur du Maroc. Il y a les effets qui vont venir de l'extérieur, parce que nous savons que notre économie est très attachée à l'extérieur à travers la demande, à travers les exportations et les importations. Donc, tout ce qui est effet interne, donc c'est lié à la baisse de la demande, c'est lié à la baisse de l'épargne, qui va donner lieu à des dégâts, qui va donner lieu à des effets économiques importants. Nous avons un certain nombre d'analyses à ce niveau-là qui déterminent ces effets, comment ils vont se propager aux différents secteurs. Là, l'État peut faire beaucoup de choses pour limiter, parce que c'est une affaire interne. Là, il peut faire beaucoup d'efforts pour limiter les effets internes. Maintenant, pour tout ce qui est effet externe, et c'est difficile, parce que ce n'est pas lié à nous, c'est lié à la demande internationale sur adressée à notre économie. Donc, ici, on peut faire aussi beaucoup de choses pour minimiser les effets externes. Mais comme j'ai dit, ça reste toujours une variable exogène. À nous, je donne à titre d'exemple les investissements directs étrangers. Moi, je viens d'entendre une idée qui a été avancée, mais il faut savoir que tous les pays aujourd'hui, ils cherchent les investissements. Ils cherchent à stabiliser même leurs investissements.
et tous les pays vont faire que les investissements ne vont pas sortir d'eux. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir moins d'investissements extérieurs pour les prochaines années. Il ne faut pas croire qu'avec ce qui est arrivé avec la Chine, parce que j'entends toujours des spéculations qui sortent ici là, qui ne sont pas fondées, que la Chine va perdre IDE qui vont quitter la Chine, etc. Ça, c'est des hypothèses non fondées. Donc, les IDE vont continuer à aller vers la Chine et la Chine va toujours continuer à aussi émettre des IDE vers les autres pays. Maintenant, ce qu'il faut donc à ce niveau-là faire, c'est d'améliorer notre attractivité à travers beaucoup de réformes qu'il faut les poursuivre. Le Maroc a fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire pour que nous puissions attirer plus d'investissements directs étrangers. Donc, et je peux, d'après mes analyses, les IDE vont diminuer à l'échelle internationale. Donc, le Maroc va capter moins d'IDE pour les prochains mois et même pour les 2 prochaines années. Déjà, d'après les statistiques du mois, le mois d'avril, on a perdu 25% d'IDE par rapport au mois d'avril de l'année précédente et par rapport aussi au mois de mars. Donc, cela veut dire tout simplement que cette tendance sera relativement structurelle d'ici la fin de l'année et d'ici pour les 2 prochaines années. Très bien. Donc, il y a des idées, donc nous pouvons avancer pour ce qui est donc comment faire pour donc minimiser les effets sur notre économie. Pour moi, il faut continuer tout d'abord les grandes efforts, les grandes réformes qui ont été entamées par le Maroc, qui sont importantes. Il faut continuer à les faire, la régionalisation avancée, la réforme de la formation. Donc, toutes les réformes déjà entamées, il faut les poursuivre, le TELAQA, donc les différents grands programmes qui ont été lancés avant la crise, il faut les poursuivre, donner plus d'importance à l'entreprise, l'investissement, donc donner de l'importance à l'investissement. Donc, ici, évidemment, j'ai déjà annoncé un certain nombre d'idées à ce niveau-là. Quel type d'investissement faut-il choisir? Nous savons que l'État est le principal investisseur au Maroc. La moitié des investissements sont de l'État et la moitié des investissements aussi viennent de secteur de BTP. Si vous permettez, attendez 5-10 minutes parce que si Hicham il va partir et après vous aurez le temps de discuter avec les gens. Si Hicham, on voudrait lui poser 2 questions qu'on vient de recevoir ou 3 questions et de profiter en quelque sorte de sa présence avant de le libérer. Désolé, Sidi, si je reviens vers vous. Merci. Sans problème. Bon, c'est Hicham. Voilà les questions que j'ai reçues. D'abord, lorsqu'on parle de la production industrielle, on va reprendre la production industrielle. Est-ce que la demande va suivre? C'est-à-dire le marché, compte tenu que le revenu des gens, il est au plus bas niveau, donc la demande risque d'être, je parle du monde pour le marché national, risque d'être au plus bas et finalement la production risque de s'aligner sur un marché qui malheureusement pour le moment trouvera des difficultés à retrouver son niveau normal. Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous dites que l'État il a fourni un effort considérable pour soutenir les sociétés et tout le monde applaudit, effectivement. Mais qu'en est-il de l'informel? Parce que vous dites qu'il y a une grande partie de la production, elle est faite au niveau de l'informel, qui n'ont pas de registre, qui n'ont pas de CNSS, qui ne peuvent pas se justifier. Comment aider ces gens-là? L'informel et en plus la petite entreprise. Alors, la dernière question que je viens de recevoir, une question, quel est l'équilibre à avoir entre une économie ouverte et une relocalisation, encouragement de la production interne?
Ça, c'est une question qu'on pose le CHM, mais qu'on va après transférer le CIDRIS parce qu'il porte sur eux. La question qui se pose, c'est qu'on a vu, par exemple, en France, ils avaient tellement délocalisé leur industrie qu'ils n'ont pas pu fabriquer leurs masques, qu'ils n'ont pas pu fabriquer beaucoup de choses. Et maintenant, tout le monde se pose la question, est-ce qu'on ne doit pas encourager en quelque sorte la présence de l'État sur les secteurs stratégiques, à savoir la santé, l'énergie, etc. Voilà, c'est Hicham, à vous la parole. Merci Daoud. Si vous pouvez nous éclairer sur ces points-là. Je vais Merci. être bref et succinct sur les réponses, aller à l'essentiel. Avant de répondre à la première question sur la production nationale et son adéquation avec l'offre, est-ce que lorsqu'on va revenir à la production, est-ce qu'on aura assez de consommateurs qui vont consommer la production locale? Avant de répondre à cette question, et cette question que Cédric peut répondre mieux que moi là-dessus, puisqu'il faut analyser l'industrie marocaine et la composition de l'économie marocaine. Il faut savoir que l'économie marocaine, il est basé sur 3 secteurs clés, qui est le domaine de l'industrie, tous secteurs confondus, la chimie, la parachimie, l'industrie automobile, l'aéronautique, etc. Deuxième axe, qui est l'industrie, tout ce qui est relatif à l'agro-industrie, à l'agroalimentaire et à l'agriculture. Et troisième axe, c'est l'axe des services. Il faut savoir aujourd'hui on ne va pas dire que la majorité de la production vient de l'extérieur, vient des importations, mais quand même, le Maroc est dépendant d'un ensemble important d'importations. Ça veut dire aujourd'hui, lorsqu'on revient à la production locale et industrielle, on ne produit pas assez pour le marché local. Ceci va dire qu'aujourd'hui, il faut penser à la compensation à travers des importations qui restent aujourd'hui les marchés d'où on ramène nos produits, qui est principalement la Chine et la Turquie, une partie de l'Europe, restent quand même limités. Moi, je pense que la production nationale, à mon sens, il n'est pas encore, il n'arrive pas à satisfaire tous les besoins du marché marocain. Là, est-ce qu'on aura une surproduction? Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, le forecast de la production est basé sur un ensemble d'indicateurs et de KPIs sur lesquels on se base sur la production. Et je ne pense pas personnellement qu'il y aura une surproduction en ce qui concerne, qui dépasse largement la demande du marché. L'État a joué un rôle important. Il a subventionné plus que 5 millions de ménages. On parle comment on va soutenir la demande locale. Il y a cette subvention aujourd'hui qui a été donnée à plus de 5 millions de ménages. Plus de 1 million de salariés ont reçu minimum 2000 dirhams ces derniers mois. Ça aussi, ça va contribuer, ça va répondre à la question, est-ce qu'aujourd'hui, ne serait-ce au moins que pour le besoin basique de consommation, tout à fait. on a ce qu'il faut, on est à l'équilibre. Tout à fait. Maintenant, deuxième question, comment on peut aider l'informel? Aujourd'hui, c'est à l'État de dresser un certain nombre de mesures pour recruter le secteur informel. On a vu le programme Telaka qui a été initié dernièrement et qui essaie de pousser les entrepreneurs, les personnes qui travaillent dans l'informel à se déclarer pour avoir l'accès à ce crédit. C'est parmi les mécanismes que met aujourd'hui le Maroc dans ce sens. Aujourd'hui, il faut donner plus d'incitation. Il n'y a pas que l'incitation fiscale, il y a la question de la confiance aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur informel peut faire confiance au système? C'est important, ce sont des questions qu'on doit poser. Parmi les questions qu'on doit poser, est-ce qu'il faut rassurer le secteur de l'informel? À en croire le ministre des Finances, aujourd'hui, ils sont en train de préparer toute une batterie de mesures pour qu'on puisse rassurer le secteur informel à passer au secteur formel. Mais
ça reste la question de confiance. Et la question, c'est qu'on sait très bien que quand même l'entreprise marocaine, elle est surtaxée. On prend un exemple dans une entreprise, une petite et moyenne entreprise qui a une masse salariale de 300 000 dirhams, il doit facilement payer plus que 90 000 dirhams à 100 000 dirhams de charges sociaux. Imaginez, c'est le un tiers quand même. C'est le un tiers de la masse salariale. On demande à l'entreprise de créer de l'emploi, en même temps, on la surcharge avec la charge sociale. C'est parmi les. Il y a aussi les taxes, il y a les impôts, il y a le climat d'affaires, tout ceci. Ce sont des mécanismes qu'on doit revoir et qu'on doit réinventer et innover pour qu'on puisse recruter de l'informel. Donc, reste le rôle de l'État, il est primordial et capital pour la partie de recrutement de l'informel. Très bien. Voilà. Alors, il reste une troisième question qui a été posée. Alors, si vous pouvez me rappeler la question. La question serait très simple, parce que jusqu'à maintenant, on vivait dans un libéralisme à outrance et tout le monde, pratiquement, d'abord, l'État, il se dégage complètement du secteur production, d'accord? Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, par des mesures de profit, etc., beaucoup d'industries s'externalisent vers l'étranger, vers l'extérieur. Et avec le confinement, la pandémie, on s'est rendu compte qu'on n'a plus la main sur certains points, sur certains secteurs qui sont stratégiques pour le pays. Autrement dit, est-ce que le modèle économique qu'on va bâtir, est-ce qu'on ne doit pas faire marche arrière pour essayer que l'État essaye d'être présent dans certains secteurs pour qu'elle considère stratégique? Voilà. Ça c'est un avis personnel, c'est que il y a longtemps, l'État, le gouvernement marocain, il a fait le choix de la liberté des investissements et la liberté d'ouverture des frontières. Tout à fait. Et c'est un atout majeur pour le Maroc et je ne pense pas que le Maroc va reculer par rapport à cette position. Pour la simple et unique raison, c'est parce que nos partenaires ils sont riches et variés. L'Europe qui reste et qui demeure toujours le premier partenaire du Maroc, on ne va pas dès le lendemain intervenir et dire aujourd'hui on va arrêter une collaboration, on va arrêter un secteur, etc. On est très profond dans la collaboration et donc s'il y a une collaboration à se faire, ça va se faire en concertation avec nos partenaires européens ou avec les autres partenaires. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, vous faites allusion allusion à l'état gendarme qui devrait intervenir et commence à faire de l'interventionnel dans un certain secteur. Moi, personnellement, je ne suis pas contre l'idée que l'État intervienne dans un certain secteur, de les aider, de les promouvoir. Pourquoi? C'est parce que tout le monde aujourd'hui, tous les pays aujourd'hui, sans exception, si on prend même le modèle le plus démocratique en termes d'investissement, en termes d'économie, les États-Unis d'Amérique, ils sont interventionnistes et ils protègent par exemple le secteur de l'acier. Le secteur de l'acier reste parmi les secteurs les plus protégés dans les États-Unis d'Amérique. On prend par exemple parmi les économies plus prospères, économiquement prospères et même industriellement prospères, qui est la Turquie aujourd'hui, intervient d'une manière très significative dans leur industrie, dans l'appui, dans les investissements, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a pas honte. Aujourd'hui, je pense que le Maroc, il doit aller intelligemment dans le respect de la relation que nous avons avec nos partenaires et développer et être créatif, mais en même temps appuyer notre secteur et créer surtout appuyer des secteurs stratégiques comme le secteur de la métallurgie, des énergies, le secteur de l'industrie. Produire ce que nous consommons, produire nos habits, produire nos vaccins, produire nos médicaments, etc. Il faut qu'on revienne à notre base de la production locale et donner de la préférence à la production locale. Moi, je pense, grosso modo, c'est qu'il y a un certain consensus qui doit se faire et un équilibre qu'on doit absolument garder entre la production nationale, locale et l'intervention de l'État et avec l'ouverture
envers nos partenaires. C'est Voilà. Hicham, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ravi d'avoir fait votre connaissance avec les ingénieurs d'Elsnim, marhaba bik. Et merci beaucoup pour d'avoir donné de votre temps pour le SNIM et surtout pour la richesse et tout ce que vous avez apporté lors de ce débat. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver sur d'autres thématiques, Inch'Allah. Merci beaucoup, c'est Hicham. Je vous remercie. Très bon. Barklali. Au revoir. Merci. Alors, on revient vers Sidris. Nous avons encore un quart d'heure à Sidris. Si vous pouvez terminer votre intervention, et probablement il y a quelques questions qui sont destinées pour vous. On vous les posera une fois que votre intervention est terminée. Donc, moi, je préfère qu'on passe aux questions pour que je puisse donc donner plus de temps à donc à ce que les gens qui nous suivent, donc qu'est-ce qu'ils ont comme désir, hein? Mieux que je leur donne des choses qui donc sur lesquelles ils n'ont aucun on intérêt. vous pose la question qu'on a posée ici, Hicham. Je crois que c'est une position générale et peut-être elle sort, elle est plus large que le champ de l'industrie. Il y a beaucoup eu de débats en Europe, notamment en France, sur la délocalisation de toute l'industrie au point où en France, à un certain moment donné, ils n'avaient pas la possibilité de fabriquer leur propre oxygène. Pourquoi? Parce que pour des raisons de rentabilité, ils préfèrent le fabriquer ailleurs et l'importer. Bon, je prends le cas d'oxygène, mais il y a d'autres. Et maintenant, les gens, ils se posent la question que la pandémie a poussé les gens à réfléchir pour essayer d'avoir un minimum de mainmise sur les choses qui sont vitales pour le citoyen et pour le pays. Autrement dit, la question qu'on pose, nous aussi, nous sommes dans ce libéralisme. Bon, heureusement que nous, on continue à fabriquer pas mal de choses au niveau des pays et d'ailleurs, on s'est adapté d'une façon extraordinaire pour la fabrication des masques. La question qui a été posée, est-ce que l'État ne doit pas, dans le modèle économique que Sibel Moussa va présenter, de recentrer un petit peu son intérêt sur certains secteurs stratégiques, soit sur le secteur de santé, soit le secteur d'énergie, soit je ne sais pas. Voilà la question d'une façon globale qu'on vous pose. Oui. Tout d'abord, oui, je vous écoute bien. Oui. Je vous entends bien. Très bien. Donc, le retour de l'État au cours de cette pandémie a été un retour forcé parce que l'État devrait prendre son rôle pour faire face à cette épidémie qui touche donc, le citoyen. Il fallait le protéger. Donc, c'est elle qui a donc pris un certain nombre de mesures et c'est elle qui a décidé d'arrêter l'activité partiellement de l'économie, ce qui a donné lieu à cette situation que nous avons entre les mains. Maintenant, est-ce que l'État doit continuer à agir ainsi? Je ne pense pas. L'État va se retirer dès que cette épidémie va s'arrêter. L'État va retourner et à jouer son rôle parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Et au Maroc, la présence de l'État de l'économie, il est très forte. On n'a pas à chercher à ce que l'État ait un poids plus important. Parce qu'en termes d'investissement, c'est plus de la moitié d'investissements sont faits par l'État, ce qui est une grande aberration à mon avis. L'État doit se retirer de l'investissement et laisser le privé faire mieux. Très bien. Donc, si nous voulons vraiment de la performance, ce n'est pas l'État qui doit faire tout ce qu'il fait aujourd'hui. Et tout ça fait que lorsque l'État coûte cher à l'économie, il se transforme en impôt. Je viens d'écouter que les impôts pèsent lourd pour l'entreprise, tout simplement parce qu'on demande à l'État de faire beaucoup de choses. Lorsqu'on demande à l'État de faire beaucoup de choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre beaucoup d'impôts. C'est-à-dire qu'il va tuer l'économie, il va tuer l'entreprise. Parce que l'argent qui sont utilisés par l'État ne sont que des impôts et ne sont en conséquence que des investissements potentiels qui auraient dû être faits par le secteur privé et il a été privé de ses ressources et sont utilisés par l'État pour faire face à sa stratégie d'investissement.
Parfait. Donc, moi, à chaque fois, lorsque j'interviens dans des séminaires, dans toutes mes analyses, je dis que ce que nous sommes en train de développer aujourd'hui comme forme euh, de, de modèle, ça risque d'avoir des problèmes sur le long terme. D'ailleurs, on l'a constaté au cours des 10 dernières années, on a perdu beaucoup de performances. La situation économique sur ces 10 aux 12 dernières années, elle était en pleine dégradation. Et lorsqu'on l'a analysé sur beaucoup d'angles, on a trouvé que cette intervention au fait forte de l'État dans l'économie et la marginalisation du secteur privé nous a donné ce résultat-là. C'est bien que l'État continue à faire des grands investissements dans les infrastructures, etc., mais je pense qu'il peut les faire à travers le secteur privé mieux, dans le cadre des partenariats publics-privés à titre d'exemple, et même dans le cadre, pas de partenariat, directement par le secteur privé, sans chercher je donne l'enseignement, la santé qui coûte cher pour l'État. Ils peuvent aussi être pris en charge par le secteur privé. Vous allez me dire, voilà, nous avons un enseignement de mauvaise qualité, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de cahier de charge très clair. Lorsque nous avons des problèmes dans le privé, c'est par manque de contrôle, par manque de cahier de charge très clair. Ce n'est pas parce que c'est le privé qui a fait. Donc, l'État, il a délégué, par exemple, au secteur privé la prise en charge de logement social. Vous savez qu'en déléguant ça depuis 1992, l'État, donc le secteur privé, il est devenu tout d'abord performant. On a fait émerger des grandes entreprises de construction de logements et on a construit ce que nous n'avons jamais construit dans l'histoire du Maroc. Parce que c'est le secteur privé qui a fait, tout en donnant des exonérations. Et ces exonérations, si ces investissements n'ont pas eu lieu, on ne va pas avoir ces exonérations de rentrée fiscale. Donc, lorsque le secteur privé intervient, il augmente la valeur ajoutée dans l'économie. Il augmente amplement. Donc, ça, c'est un grand débat à faire aujourd'hui. Est-ce que l'État doit continuer? Parce que le budget général de l'État, aujourd'hui, il pèse 36% de PIB national. C'est alarmant. En Corée du Sud, il ne dépasse pas 18%. Très bien. Très bien. Il ne dépasse pas 18%. Donc, pour moi, c'est simple. L'État doit diminuer de son poids. Lorsque je dis l'État doit diminuer, doit rester sur les choses essentielles. La sécurité nationale, l'armée et tout ça, c'est une affaire de l'État. Et même à ce niveau-là, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays de l'Occident, le privé a commencé à prendre des choses, même en termes de sécurité. Vous connaissez déjà le plan de Fischer, qui a privatisé, et depuis les Romains, d'ailleurs, c'est ancien, ce n'est pas une idée nouvelle. Depuis les Romains, une partie d'armée était totalement privée. Et ça n'a pas touché à la souveraineté de l'État. Vous savez, l'État romain était un des États les plus forts pendant 500 années. Tout à fait. Et ce n'est pas parce qu'il a privatisé l'armée. En privatisant l'armée, il est devenu plus fort. L'État est devenu fort en privatisant l'armée. Donc, ça, c'est un grand débat au Maroc à faire parce que nous voulons, qu'est-ce que nous cherchons au Maroc? À accélérer la croissance. C'est ça l'équation. Comment accélérer? Maintenant, c'est vrai, cette question, je l'ai posée avant ce Covid-19. Je dis qu'aujourd'hui, je ne pose pas le même défi, le même enjeu. Parce que la situation aujourd'hui, elle a changé totalement. Maintenant, sauf qu'il peut. Donc, on doit attendre 2 ans pour poser les mêmes questions qu'on a posées avant la crise de Tout à fait. On est dans une phase transitoire maintenant. On est dans une phase transitoire qui va durer 2 ans, minimum, pour revenir à la situation normale. Parce que, comme j'ai dit, il va y avoir 2 autres vagues. Nous sommes en train de vivre la première vague. C'est ce que j'appelle les effets directs. C'est ce que nous allons avoir directement comme effet, ce que j'ai cité comme indicateur. La deuxième vague va se faire à travers les effets indirects. Il va toucher les banques, il va toucher d'autres secteurs qui ne sont pas encore touchés aujourd'hui dans la première vague. Mais pour minimiser la deuxième et la troisième vague, il faut mener des actions intelligentes aujourd'hui pour prévenir. Donc, il y a ici beaucoup d'intelligence à déployer
afin que les deux autres vagues soient le plus Oui. faibles possible. Alors, une autre question qui est pratiquement dans le même ordre. La question, c'est quel futur pour construire l'industrie nationale? Autrement dit, tous les pays qui ont émergé, ils ont émergé par une industrie propre à eux. Oui. On prend la Corée du Sud, on prend la Turquie, on prend la Suède. Ouais. Il y a des marques de l'industrie propre à eux. Ce n'est pas de la sous-traitance telle qu'on fait par exemple actuellement pour Renault, Ouais. pour Peugeot. La question qui se pose, que doit-on faire pour avoir une industrie marque Maroc et une ingénierie marque Maroc? Et je profite de l'occasion, il y a quelqu'un qui a posé la question, lorsqu'on parle de l'ingénierie, c'est la formation de l'ingénieur, c'est l'ingénierie au Maroc, parce que tant qu'on n'a pas une ingénierie sur laquelle on peut se baser pour pouvoir concevoir, pour pouvoir accompagner, on reste toujours dépendant des autres. Ouais. Très Et bonne tout en question. restant, comme vous avez dit, dans ce contexte libéral. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir quelque chose propre à nous? Des marques Maroc, une grande industrie Maroc. Ouais. Donc, l'industrie, pour moi, c'est notre complexe. C'est le complexe de notre économie, notre pays, parce qu'on n'a pas trouvé le chemin. On a mis en place en 2004 le plan émergence qui n'a rien donné. Et après, on a eu 2-3 versions améliorées de même plan. Donc, ce plan émergence, il veut transformer le Maroc et l'industrie marocaine en atelier de sous-traitance. C'est-à-dire, en atelier, c'est quoi la sous-traitance? C'est comme si vous louez votre foncier à des multinationales qui vont vous distribuer de l'argent et eux, ils vont garder de la valeur ajoutée. Exact. Donc, voilà ce que nous avons obtenu et c'est catastrophique. C'est très catastrophique. D'ailleurs, ce Covid-19, il a montré que le dernier choix en matière d'industrialisation était des mauvais choix, tout simplement. Parce que, voilà, si je prends l'industrie de l'automobile, qui réalisait avant un chiffre d'affaires de 74 milliards de dirhams en exportation, il a baissé de 50% et on ne sait pas combien il va baisser après parce que la baisse va être considérable et ces ateliers ne seront pas rentables pour Renault, ils vont les fermer. Et vous savez, l'État marocain, il a investi beaucoup à ce niveau-là. Mais moi, si j'ai à transformer ces usines et tout ça, c'est possible en des industries réelles marocaines. C'est possible. Pas comme la Samir, qu'on a laissé tomber comme ça, alors que c'était une fierté de l'industrie nationale. Je reviens avec vous un peu dans l'histoire, parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui sans revenir en arrière. J'ai analysé le développement industriel du Maroc avant le protectorat. D'avant le protectorat à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'après cette analyse que nous avons effectuée? Que depuis 2000, 2001, 2002, notre industrie a commencé à chuter. Depuis 2001, 2002, 2003, l'industrie a commencé à chuter d'une manière considérable. C'est quoi? C'est l'effet de quoi? C'est l'effet de 2 ou 3 grands facteurs. Donc, il y a tout d'abord la signature de l'accord avec l'Union européenne. Il y a la concurrence internationale. Il y a la grande concurrence internationale. Il y a donc la signature des accords de libre-échange que nous avons. Donc, ces grands facteurs, ils ont fait que aucun Marocain, aucun investisseur ne veut investir dans l'industrie marocaine tout simplement parce qu'il sait que c'est un secteur à haut risque et qui demande un savoir et où il y a une forte concurrence. Donc, tout cela a fait que les gens ont abandonné ce secteur vers quoi? Vers la rente, vers la spéculation foncière, vers l'immobilier et tout ça. Donc, tout l'argent, il a abandonné l'industrie, tout l'argent, l'investissement national. Il a quitté l'industrie pour aller vers d'autres secteurs de rente, où il y a moins de risques. Il a été remplacé par quoi? Par l'investissement international. L'investissement international, en général, qu'est-ce qu'il cherche? À exporter
ou dans des secteurs où il y a de la grande rentabilité, le ciment et d'autres secteurs, où il y a de la grande rentabilité. Oui. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une transformation de notre industrie depuis 2001-2002 à aujourd'hui. Et c'est une transformation inquiétante. Il y a des gens qui disent on exporte. Attention, et je profite de l'occasion avec vous en direct pour dire la chose suivante. Les chiffres qu'on présente à chaque fois des exportations de voitures, ce sont des chiffres qui camouflent une vraie réalité. La valeur ajoutée qui reste sur le territoire national. Parce que ce chiffre d'affaires ne s'inscrit pas dans le bilan national. Il s'inscrit dans le bilan de Renault au niveau de son siège. C'est là où il déclare les impôts. Ce n'est pas chez nous. Un. Deux, c'est 74 milliards. Il nécessite des importations un peu supérieures à la moitié de 74 milliards. Plus de 40 milliards d'importations pour produire ces 74 milliards. Dont la valeur ajoutée, c'est-à-dire le différentiel entre ce qu'on importe et ce qu'on exporte, une bonne partie de la valeur ajoutée de ce chiffre d'affaires, elle est transformée à l'extérieur. C'est-à-dire, ce qui nous reste, c'est quoi? C'est les salaires qui sont distribués. Les 12 000 salariés qui travaillent ici au Maroc. C'est ça la réalité. Et d'ailleurs, depuis l'installation de Renault à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté? Ceux qui analysent bien notre balance commerciale, elle s'est dégradée en absolu d'une manière considérable. Jamais dans l'histoire, notre balance commerciale ne s'est dégradée en valeur absolue comme aujourd'hui. Avant la crise, il était en situation catastrophique. La balance commerciale, 220 milliards de déficit qui viennent en bonne partie de l'industrie de voitures. Ce que vous dites là, Driss, c'est très important, notamment pour nous en tant que communauté ingénieure, parce que des fois, on a l'impression qu'on est industrialisé, qu'on crée de l'emploi, mais là, on est en train de prendre conscience que pratiquement, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, on loue le terrain, vous savez, et on loue un peu c'est ça la réalité. Service. Lorsque vous avez des industries qui sont installées dans les zones franches, dans les zones franches, oui. Dans les zones franches d'exportation, ce sont en général, en majorité, c'est des industries qui vous donnent seulement des salaires. Partout dans le monde, il faut le savoir. Seul un pays, quelques pays qui ont arrivé à faire un transfert technologique vers leur territoire. Le Maroc n'a pas arrivé. Parce que l'ensemble de ces industries n'utilisent pas des intrants marocains. Et d'ailleurs, les voitures, nous avons un grand producteur de l'acier qu'on ne l'a jamais consulté s'il peut contribuer à la production des voitures marocaines. Sachant qu'il a cette capacité de produire de la tôle, de l'acier plat pour oui. Il n'a jamais, il a été sollicité, il a sollicité Renault maintes fois, mais Renault a refusé à ce qu'il participe à la production de la carrosserie de Renault. Il faut le savoir. Aucune industrie marocaine ne participe. Et il faut s'interroger pourquoi. Il faut demander à Sri Alabi de répondre à ces questions clairement et franchement. Ce n'est pas en donnant des fausses réponses, parce que je sais à chaque fois que lorsqu'il répond, il ne donne que des fausses réponses pour détourner la réalité, la mauvaise comme je dis, la réalité qui n'est pas très, très bonne à connaître. Donc maintenant, la question qui se pose pour nous, je reviens, moi j'ai dit tout ça, pour dire quelle industrie faut-il choisir pour le Maroc? Ouais. Quelle industrie? Quelle industrie? Le Maroc, il a beaucoup de possibilités pour développer des industries à forte valeur ajoutée et qui peuvent avoir un retour sur le territoire national plus important et sur l'ensemble du territoire national, pas seulement à l'échelle d'un certain nombre de zones comme Tanger, Casablanca, parce qu'aujourd'hui l'industrie elle est concentrée dans trois pôles, Tanger, Casablanca et un peu Rabat. Et un peu Fès. Voilà l'industrie au Maroc, alors qu'il peut être partout. Tout simplement, en adaptant l'industrie au potentiel de chaque région. À l'oriental, il a un potentiel particulier, il peut développer l'industrie, l'agro-industrie d'une manière considérable, peut développer par exemple tout ce qui est
donc industrie de savoir, tout ce qui est tout ce qui est industrie liée aux atouts de cette région-là. Agadir aussi, il peut développer de l'agrobusiness, il peut développer de tout ce qui est industrie de transformation. La même chose à Marrakech. J'espère qu'avec la régionalisation avancée, où les régions ils auront une certaine autonomie de réflexion, etc., ils vont s'y mettre sérieusement. La solution, c'est l'industrialisation tout d'abord à l'échelle des régions. Ouais. Donc, chaque région doit développer l'industrie qui s'adapte tout d'abord à ses opportunités en relation avec le national et l'international. Ouais. Et si on ne fait pas ça, on ne va pas développer notre industrie. On n'est pas obligé d'aller vers la haute technologie parce que la haute technologie ne donne pas nécessairement de la forte valeur ajoutée. Il faut le savoir. Parce qu'il faut choisir les industries ou les niches d'industrie dans lesquelles vous pouvez se développer rapidement, pour lesquelles il y a une demande tout d'abord de marché national et pour laquelle vous pouvez avoir de la concurrence à l'échelle, vous pouvez être compétitif à l'international. Lorsqu'on est allé à la voiture, est-ce qu'on a toute la technologie pour faire la voiture? Donc, on fait tout simplement de montage, de la sous-traitance ici de voitures au Maroc. On ne doit pas. Alors peut-être une question, dire autre chose. La dernière question, il y a plusieurs questions qui arrivent, qui est liée un petit peu à l'initiative, à la créativité, à la recherche. C'est comment développer en quelque sorte, parce qu'on ne peut pas développer sa propre industrie sans qu'il y ait derrière des supports de recherche, des supports de créativité, des supports d'initiative, alors que maintenant, on constate que les meilleurs cerveaux du Maroc, ils fuient le Maroc pour qu'ils mettent leurs compétences et leur savoir et leur savoir-faire à la disposition des autres pays. Est-ce que l'industrialisation, il est lié en quelque sorte pour capter en quelque sorte ces cerveaux à les faire travailler ici et de créer de la conception et de la valeur ajoutée et de pulser en quelque sorte l'industrialisation marocaine? Donc, l'industrialisation marocaine apporte valeur ajoutée pour qu'on doit être clair. Parce que si on parle de l'industrialisation, ça n'a aucun sens. L'industrialisation apporte valeur ajoutée, il est possible au Maroc. Il est possible au Maroc. Parce qu'il y a tout d'abord un marché national, un grand marché national. Il y a un marché de l'Afrique du Nord. Il y a aussi de l'Afrique, de Maghreb et de l'Afrique. Il y a aussi, donc, notre position stratégique fait que le Maroc peut rapidement approvisionner un certain nombre de marchés proches comme l'Union européenne par des produits industriels où il a plus sur lesquels il peut être très compétitif. Et surtout, moi je dis, tout ce qui est agrobusiness et transformation, le Maroc peut être très compétitif à ce niveau-là et peut réaliser des chiffres d'affaires très importants. D'ailleurs, on l'a constaté ces dernières années en analysant les exportations de Maroc dans ce secteur-là, qui se développe rapidement. Et nous savons qu'une bonne partie des produits agricoles qui sont exportés à l'état brut à des pays, ils les transforment, ces pays, et ils les revendent sur d'autres marchés. C'est-à-dire que nous perdons de la valeur ajoutée. Donc, à ce niveau-là, je dis, si nous restons seulement dans ce créneau-là de l'agrobusiness, on peut réaliser ce qu'on réalise aujourd'hui comme valeur ajoutée dans l'ensemble d'industries au Maroc. Voilà une première récupération. Et maintenant, il faut aller vers les autres niches. Les besoins en électroménager, les besoins tout ce qui est consommé à l'échelle nationale et qui est importé de l'extérieur. Voilà un. Deux, le Maroc, il a signé un certain nombre d'accords de libre-échange avec les pays. Ces accords de libre-échange, ils portent au fait sur deux volets. Ils portent sur un volet d'échange de produits et de services et aussi sur un volet investissement. On n'a jamais fait attention à ce volet-là, investissement. Si je prends le cas, il y a l'accord de libre-échange avec les États-Unis, où il y a un grand chapitre sur la partie investissement.
Donc, on ne donne pas une grande importance pour attirer beaucoup d'investisseurs américains vers le sol national. On doit s'interroger pourquoi. Pourquoi il n'y a pas d'effort à ce niveau-là, sachant que les États-Unis est le premier exportateur d'investissement vers le reste du Tout à monde. fait. La même chose avec l'Union européenne, avec la Turquie et d'autres pays. Ce que nous ramenons comme enveloppe en IDE chaque année est faible, entre 30 à 40 milliards de dirhams, ça reste faible par rapport à quoi? Par rapport à la situation géographique du Maroc et ses atouts. Le Maroc peut faire facilement 150 à 200 milliards de dirhams d'IDE, au lieu de faire aujourd'hui 30 à 35 milliards. On a fait beaucoup de réformes, mais les vraies réformes, on ne les a pas encore réalisées. Par exemple, la question des zones industrielles. Où se trouvent les zones industrielles au Maroc? Il y a beaucoup de spéculation sur les zones. Il y a beaucoup de difficultés. Si un industriel veut, surtout pour les grands investissements, s'il veut s'installer, la chose est difficile. Et il faut intervenir à haut niveau pour avoir un foncier. C'est-à-dire que l'investisseur ne peut pas venir seul ici de l'aéroport, rentrer et trouver de foncier et trouver de l'aide facilement. Il trouve des difficultés. Je ne sais pas s'il y a une région où il y a une offre en foncier industriel abondante. Je ne pense pas. Toutes les zones industrielles sont vides et en même temps sont vendues. Lorsqu'on cherche, les zones sont vides, C'est ils la ne sont pas spéculation. valorisées. Et lorsqu'on se demande, je pose la question, ils nous disent qu'ils sont vendus. Mais leurs acquéreurs ne les ont pas. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de vendre les lots industriels comme si on vend un lot pour habitat. C'est la même chose. Pour la Même spéculation. alors que c'est problématique, j'ai analysé la situation partout au Maroc. J'ai trouvé que le problème est le même à Casablanca, à Tanger, à Oujda, et partout. On a le même problème. Il faut prendre une décision. Moi, je veux un chef de gouvernement qui prend une décision, qui dit que si un lot n'est pas valorisé dans les 2 mois qui vont venir, il sera déchu de ce lot de terrain. Il sera donné aux vrais investisseurs. Et on doit investir. Je vous dis, voilà le chemin, si nous voulons le vrai chemin d'investir. On doit investir intensément dans la réalisation des zones industrielles. Notre point faible au Maroc, c'est qu'on n'a pas assez on n'a pas assez de zones industrielles. Nous voulons de l'industrie, mais il faut les bases de l'industrie. On commence l'industrie par le foncier tout d'abord. On doit avoir de foncier. On doit avoir des procédures administratives transparentes. Et la dernière réforme des CRI, des centres régionaux d'investissement, et les personnes qu'on a mis en place, etc., c'était un échec total pour le Maroc. C'était un échec total. Donc depuis 2001, on a attendu à 2019 pour avoir une réforme des centres régionaux d'investissement, mais malheureusement, c'est de l'échec. C'est-à-dire qu'on va traîner encore le problème des CRI encore longtemps. Donc nous avons beaucoup de vrais problèmes. Quel est-ce que l'industrie ne va pas se développer? Très bien. Quel est-ce que l'industrie ne va pas se développer au Maroc? Parfait, Cédric. Le message est bien passé. On note, c'est vraiment malheureux, Zama, de faire un constat pareil pour l'industrialisation marocaine du Maroc. Ce que vous dites, il y a plein de choses effectivement qui nécessitent débat, ça c'est clair. Et j'espère qu'on aura l'occasion parce que là, c'est un champ pour nous, ingénieurs, très important pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe au niveau de l'industrialisation dans notre pays et comment contribuer réellement pour avoir une vraie industrie nationale. Permettez-moi, parce qu'on a décalé pratiquement de un quart d'heure, de vous remercier vivement pour tout ce que vous avez donné comme informations, comme chiffres qui sont pertinents et surtout comme une vision pour redresser vraiment le modèle d'industrialisation de notre pays. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir dans des débats peut-être plus directs et de réfléchir sur la problématique de l'industrialisation du Maroc et sur toute la chaîne, c'est-à-dire depuis la formation des professionnels, des techniciens, des ingénieurs, des gestionnaires, etc., du modèle, du marché, etc. Je pense que c'est une thématique qui peut intéresser les responsables du CNIM.
Donc, je vous remercie beaucoup. Je, Vous avez je quelque chose à complète avec rajouter? oui, Oui. je donne un petit complément parce qu'il y a des gens qui vont me dire, qui vont s'interroger sur cette question que je suis en train, ou cette proposition que je suis en train de faire, à ce que le Maroc doit se focaliser sur tout ce qui est agrobusiness et tout ce qui est transformation, parce que la Chine, le chemin, aujourd'hui, la Chine se trouve à des niveaux supérieurs technologiques. Il a arrivé à se transformer, à transformer son industrie de l'industrie agroalimentaire simple et artisanale vers l'industrie de forte technologie. Tout à Parce fait. qu'il a ce chemin-là, il est nécessaire et important. Le Maroc doit passer par ce chemin-là pour faire de Parfait. l'accumulation de capital. Parce que si on ne fait pas l'accumulation de capital, et en ne passant pas par ces différents stades, on ne peut pas s'industrialiser de haut, comme donc certains cabinets préconisent au Maroc, malheureusement, et c'est de manière maladroite. D'accord, Sidris. Alors, si vous permettez, j'espère qu'il est toujours là, si ici, notre président, notre cher président, de lui donner la parole, de clore ce débat qui était passionnant et passionné. On était vraiment passionnés, très intéressant. Et merci beaucoup pour les responsables du syndicat et les organisateurs qui ont veillé sur l'organisation de ce débat. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, à bientôt. Donc, la parole à Mohamed Assil Aïssi. Shukran, Sid Daoudi. Alors, donc, au nom du SNIM, je veux à la fin de ce webinaire remercier en premier lieu nos éminents experts et intervenants, M. Driss Fina et Si Hicham Drissi, d'avoir accepté notre invitation et pour leur excellent exposé sur l'impact et les voies de relance de notre économie, et aussi sur les opportunités à saisir pour les acteurs économiques pour se positionner sur l'échiquier international. Je remercie également notre président fondateur, Simedi Daoudi, qui a excellé lui aussi dans la modération de ce webinaire, comme d'habitude. Aussi, je remercie toutes et tous les ingénieurs et les auditeurs qui ont suivi ce webinaire avec intérêt, en particulier qui ont interagi avec nos intervenants en posant des questions ou des commentaires. Je m'excuse, il y avait beaucoup de problèmes au niveau du live. On a eu des difficultés, c'est vrai, on a eu des difficultés avec nos intervenants. Donc, je m'excuse pour les auditeurs de ce problème technique qu'on essaiera dans l'avenir de le surpasser. Je saisis aussi cette occasion pour vous annoncer que le SNIM organisera d'autres webinaires et le prochain a pour thème Impact de la pandémie Covid-19 sur la stabilité de la carrière des ingénieurs du secteur privé. Donc on est déjà, donc je pense dans 2 semaines, on va organiser un autre webinaire, principalement lié surtout l'emploi. Exact. Oui, c'est très important, qui visera encore à informer nos ingénieurs surtout de leurs droits en cette période difficile et comment les prévaloir en cas de problème avec leur employeur. Très bien. Donc, merci à tout le monde et au revoir et à la prochaine, Inch'Allah. Merci, tabarakallah alaikum. Merci, Sidris, tabarakallah alaikum. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Shukran bzaf. Merci. Anakumullah. Slama.